j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de partager avec vous mon avis sur mes lectures les plus récentes, c'est-à-dire tous les livres que j'ai eu l'occasion de lire au mois de mars. En mars, j'ai lu 6 livres et j'en ai terminé un 7e puisque, vous le savez je pense, je relis chaque année en début d'année un tome de Harry Potter dans sa version illustrée par Jim Kay, et du coup cette année en 2023 c'était au tour du 4e tome, mon tome préféré d'Harry Potter. Évidemment je ne vais pas vous faire une review d'Harry Potter dans cette vidéo, d'autant que voilà, ça a été une lecture, comme j'appelle ça, fil rouge, qui m'a tenue en haleine de janvier à mars. Mais je mentionne quand même au passage que ça y est, j'ai donc terminé cette relecture, mais je vais me pencher dans cette vidéo plus particulièrement sur les 6 livres que j'ai eu l'occasion de lire le mois dernier. Alors il y a eu du bon et du moins bon en mars, mais pour une fois pas de coup de cœur, et pour une fois aussi je crois, un livre qui a eu en dessous de la moyenne, puisque le premier livre dont je vais vous parler, eh bien, je lui ai mis la note de 2 sur 5. C'est le tome 2 de la trilogie Shadowland, c'est écrit par Kate Bryan et c'est sorti aux éditions Bayard. L'année dernière, j'ai relu le premier tome que j'avais lu pour la première fois il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans de ça, et qu'à l'époque j'avais adoré. Et bien j'avais tout autant aimé ma relecture. C'était un livre qui avait des accents de thriller pour la jeunesse, dans lequel on faisait la connaissance de notre héroïne qui s'appelle Rory et qui tentait vaille que vaille d'échapper à un serial killer qui avait pris l'apparence d'un de ses professeurs et qui voulait la tuer. Donc la famille de Rory a été placée sous la protection du FBI et ils se sont retrouvés comme ça dans une île touristique pour essayer de brouiller un petit peu les pistes. Et franchement c'était top parce que c'était un mélange de fantastique, même si le thriller prenait vraiment le pas, c'était bourré de suspense et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Mais alors là, ce tome 2, je l'ai tellement pas aimé que je me suis dit que je chercherais même pas à acquérir le tome 3. Qui plus est, je vais revendre alors ces 2 premiers tomes que j'ai sur Vinted, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais si tel est le cas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos sur le lien de mon dressing. Peut-être que ces 2 livres y sont encore. Je vais vraiment pas les vendre cher, ça c'est sûr. Donc Shadowland, donc le 2e tome, que se passe-t-il dans ce 2e tome sans trop vous en révéler? Je suis quand même obligée de vous dire que au niveau de la dimension fantastique, on a notre personnage qui s'appelle Rory et qui va se retrouver affublée d'une mission assez incroyable puisqu'elle doit aider les âmes à traverser. Je vous en dirai absolument pas plus. Mais voilà, c'était un point de départ super passionnant qui commençait déjà à s'inscrire à la fin du premier tome. Donc j'attendais beaucoup de développement de ce côté-là dans ce tome 2. Et je suis vraiment restée sur ma faim. Ça fait partie des points négatifs, c'est-à-dire que ça manque cruellement de développement, ça manque de complexité, ça manque de rebondissement et d'un côté frissonnant également. Bref, tout ce que j'avais trouvé dans le premier tome, eh bien ce tome 2 en est malheureusement dépourvu. Ça nous fait un tome qui est passablement creux, plat, ennuyeux. Les personnages secondaires sont eux aussi peu développés. Donc finalement, il n'y a pas grand chose pour sauver les meubles et j'ai été hyper déçue par cette lecture. J'ai vraiment eu l'impression de lire un livre très différent du premier tome. Je ne vais pas m'appesantir sur le livre suivant auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Il s'agit du tome, c'est le 4, voilà, c'est le tome 4 de la série Sherlock, Lupin et moi, écrit par Irène Adler. Je ne m'y appesantis pas puisque j'ai eu l'occasion de vous donner mon avis détaillé dans mon vlog du mois de mars. Donc si mon avis vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou après cette vidéo-ci. Je pense que mon vlog sera quand même en ligne avant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce livre. Sachez simplement qu'il m'a valu la note de 3 sur 5. En revanche, on va rester plus longtemps avec le livre suivant qui lui aussi a reçu la note de 3 sur 5. C'est Celui qui reste, c'est écrit par Rhiannon Navin et c'est sorti aux éditions J.C. Lattès. C'est un livre qui était depuis longtemps maintenant dans ma pile à lire et que j'ai réussi à sortir, donc je suis très contente. D'autant que ça a été une découverte assez saisissante. Alors je n'ai pas tout aimé dans ce livre, mais le fait est que il m'a quand même fait une forte impression. Ça, je ne peux pas lui enlever.
Alors de quoi parle cette histoire? Ça parle d'un tireur fou qui va sévir dans un établissement scolaire en Amérique et j'avais encore rien lu sur le sujet. Donc plus particulièrement, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Zach qui a 6 ans et qui est dans l'école quand débute la fusillade. Il va se cacher avec sa maîtresse et ses camarades de classe dans un placard jusqu'à ce que tout s'arrête, tout se calme. Évidemment, ses parents vont être extrêmement soulagés en le récupérant plus tard dans la journée. Et après le soulagement va avoir lieu un petit peu les interrogations puis le désespoir puisque les parents vont tout de suite demander mais où est-ce qu'il est Andy? Où est-ce qu'il est ton frère? Eh bien Andy s'est malheureusement fait descendre par le tireur fou et c'est une histoire de deuil, c'est une histoire eh bien, de reconstruction également et c'était très difficile à lire, voilà. D'autant que cette histoire, et ça fait partie des points positifs réellement, est écrite du point de vue de ce petit garçon de 6 ans. Donc c'est au départ assez déstabilisant parce que évidemment il n'a pas la même mentalité qu'un adulte, donc on a les choses vraiment depuis sa perspective. Et c'est extrêmement bouleversant, c'est extrêmement touchant. Il y a beaucoup de scènes où Zach il est livré à lui-même. Donc il essaie de faire comme il peut, souvent il s'oublie et il se fait dessus parce que voilà, il a été tellement traumatisé que la propreté est maintenant loin derrière lui. Il fait des cauchemars la nuit évidemment, et puis il est obligé de se préparer parfois ses repas tout seul ou de se débrouiller tout seul. Il est livré à la solitude pendant de longs moments pendant la journée, tout simplement parce que ses parents ont fort à faire entre leur chagrin et puis toute la partie administrative et judiciaire aussi à régler. Donc c'est franchement difficile à lire. C'est très difficile à lire. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises en voyant ce pauvre petit garçon livré à lui-même comme ça. C'était franchement douloureux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir le chagrin des parents et leur manière très différente l'un et l'autre de gérer leur deuil. Le père est plus dans l'acceptation, le chagrin, et la mère, elle est plus dans la colère et la volonté de mener une action judiciaire. Donc pour moi, le gros point négatif de cette histoire, c'est toute la partie action judiciaire qui finalement m'a peu intéressée. Et j'ai trouvé que ça desservait le récit parce qu'on était moins dans le côté émotion pure, vous voyez. Je trouvais qu'on s'éloignait trop de Zach pour aller dans cette partie-là et ça ne m'intéressait pas, ça ne me plaisait pas non plus. Donc ça, c'est ce qui a fait que la note s'en est franchement ressentie. Et globalement, j'ai trouvé que Celui qui reste, c'est un roman qui est très immersif, qui ne laissera personne indifférent en tout cas. Et en tant que mère, j'ai pu que être touchée et impactée par la détresse des parents, hein, finalement. Quand on lit ce livre et qu'on est parent, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer et si ça arrivait à nous. Alors bon, peut-être pas forcément la fusillade, hein, je veux dire, on n'est pas en Amérique, oui, ça existe aussi en France, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Mais voilà, de manière plus générale, si jamais il arrive quoi que ce soit à mes enfants, en tant que mère, comment est-ce que je réagirais? Et rien que d'imaginer ça, ça vous prend aux tripes, ça vous fait des nœuds avec vos boyaux et vous avez les larmes aux yeux parce que vous vous mettez dans la peau de cette mère qui perd son enfant. Maintenant, je ne vais pas conserver ce livre parce que je l'ai lu, ok, c'était bien, mais je sais que c'est pas du tout le genre de livre que j'aurais envie de relire d'ici quelques années parce que j'ai été moralement trop impactée, vous voyez. Donc celui-ci aussi, s'il vous intéresse, il est d'ores et déjà en vente sur mon Vinted. Le dernier livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5 au mois de mars, eh bien c'est le tome 3 de la série Nevermore, écrite par Jessica Townsend et sortie aux éditions PKJ. Alors ce tome 3 s'intitule Holopox, j'en ai un tout petit peu parlé dans mon vlog, mais vraiment de manière très superficielle, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous en dire davantage, d'autant que je trouve que la qualité de cette série a vraiment baissé avec ce tome 3. Les 2 premiers tomes ont signé pour moi de gros coups de cœur. Je m'attendais à avoir le même ressenti en lisant ce tome 3 et le fait est que pas du tout. Alors que se passe-t-il dans ce tome 3? Eh bien, on va assister à une épidémie qui va toucher les Wanimaux. Alors ce qu'on appelle les Wanimaux, ce sont des animaux qui sont dotés d'une intelligence quasi humaine, d'une faculté à se mouvoir sur 2 pattes, à attraper des objets, etc. Et cette épidémie va les transformer en simples animaux et c'est dans ce contexte assez stressant que Morrigan va poursuivre ses études de Wanderer. Voilà. Alors,
Immédiatement, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec le Covid. J'ai même regardé à quelle date ce livre a été publié en anglais et le fait est, je vous le donne en mille, que c'est tombé en pleine période de confinement. Voilà. Donc on sent que bien l'auteur a voulu surfer sur cette vague épidémique et qu'elle n'est pas allée pêcher trop loin le pitch de départ de son tome 3. Et pour ça, je lui en ai un peu voulu, parce que elle qui s'était montrée si originale en créant cet univers vraiment très particulier avec ses 2 premiers tomes et à chaque fois en ajoutant des éléments d'un tome à l'autre où tu te dis waouh, elle renouvelle son truc, c'est trop bien, c'est super intéressant. Ben là finalement pas grand chose de neuf sous le soleil et c'est vraiment mon gros point négatif. Et puis voilà, cette vague épidémique là, heureusement que j'ai pas lu ça en plein Covid parce que je vous assure que ça aurait encore plus plombé l'ambiance, je trouve. Donc voilà, vraiment dommage, j'ai pas trouvé de nouveautés, j'ai pas trouvé de panache comme à la lecture des 2 premiers tomes et j'ai au contraire trouvé que l'auteur manquait cruellement d'inspiration. Après, point positif, c'est quand même hyper chouette de retrouver Morrigan et toute notre ribambelle de personnages secondaires pour suivre leurs études. Mais franchement, ça s'arrête là. Je sais que le tome 4 va sortir en anglais cette année. On l'aura donc normalement entre les mains en 2024 et j'ose espérer que je serai de nouveau hypée par cette histoire, embarquée par l'auteur, parce que si je me reprends un tome 4 de cet acabit, ben c'est possible que je revende une partie de la série. Pas les 2 premiers tomes, pas les 2 premiers tomes. Ils sont tellement géniaux que je veux absolument les conserver. Mais alors celui-ci, franchement... J'ai lu un livre qui m'a valu la note de 4 sur 5. J'ai été envoûtée par l'ambiance propre à ce roman. Il s'agit du premier tome de La Maison Chapelier. C'est écrit par Tamzine Merchant, qui est, il me semble, une actrice qui s'est essayée à l'écriture et c'est un pari plutôt réussi. Ce livre est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais été séduite au préalable par cette couverture absolument choupie. D'ailleurs, la couve du tome 2 est magnifique. Et vu que ça a été une très bonne expérience de lecture, je m'achèterai prochainement le tome 2. Alors, on est dans un univers fantastique, un petit peu rocambolesque, loufoque. Ce sont vraiment 2 ingrédients que j'ai retrouvés tout au long de ce roman et qui ont su me séduire. On va suivre une famille de chapeliers. C'est une famille d'artisans qui conçoivent des chapeaux magiques à l'aide d'ingrédients rares. Et là, ils ont reçu une commande très importante, c'est de fabriquer un chapeau de paix pour le roi d'Angleterre qui doit négocier un traité de paix avec le roi de France. Voilà, donc l'enjeu est vraiment très important. Et c'est dans ce contexte-là que Cordelia, qui est une adolescente, qui est la fille de Monsieur Chapelier, va tenter de trouver des indices sur la disparition en mer de son père. Son bateau a fait naufrage, sauf que Cordelia, elle refuse de croire que son père est mort. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce postulat de famille artisan. Il y a plusieurs familles d'ailleurs, il y a les chapeliers, il y a les cordonniers, on va nous parler de caniers aussi à un moment donné. C'était vraiment très chouette avec cette dimension fantastique d'ingrédients un petit peu imaginaires mais exceptionnels. Et il y a beaucoup d'action, c'est très farfelu et puis j'ai adoré suivre Cordelia ainsi que les 2 autres petits personnages qui vont l'accompagner dans ses aventures. Cordelia, c'est une héroïne que j'aime beaucoup suivre parce que c'est une jeune fille qui a plein d'idées à la minute, qui est très courageuse, très inventive et très intrépide. Donc vraiment, elle avait tout pour me plaire, cette petite Cordelia. Et j'ai vraiment hâte de la retrouver dans le tome 2. Alors c'est pas une lecture absolument exceptionnelle, je vais pas vous dire arrêtez tout, il vous faut absolument ce livre. Mais en tout cas, si vous l'avez en votre possession, mais n'hésitez pas à le lire parce que vous passerez un excellent moment de lecture en compagnie de cet ouvrage. C'est vraiment mignon comme tout, c'est du jeunesse, rempli de magie, rempli d'aventures. C'est tout à fait le genre de livre que j'apprécie lire et le genre d'aventure qui saura ravir mes enfants lorsqu'ils seront en âge de découvrir cette histoire. Et pour finir, le livre qui m'a le plus convaincue au cours du mois de mars, qui m'a pas valu un coup de cœur, mais ça a été quand même ma meilleure lecture du mois, c'est le tome 3 de La Passeuse de mots. Donc c'est écrit par Alric et Jennifer Twice. C'est toujours édité chez Hachette. Ce livre, il est sorti en fin d'année dernière.
Cette année, on va avoir 2 livres de la part des auteurs. On va avoir le tome 4 en fin d'année, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et on va aussi avoir dans 1 mois ou 2, je crois, le préquel. Je sais pas trop si je vais lire le préquel, hein. Ça m'intéresse un petit peu moins que la suite des aventures, donc on verra, peut-être que je me l'achèterai, mais pas tout de suite, et peut-être d'occasion, voilà. Alors, pour rappel, le premier tome m'avait valu un coup de cœur, le deuxième tome je l'avais adoré, mais pas de coup de cœur, et là, eh bien, j'ai un petit peu moins aimé ce tome 3 que les 2 premiers, même si ça reste quand même très bon, un 4 sur 5, c'est loin d'être une note à jeter. Donc le début de ce livre fait suite aux événements qui se déroulent à la fin du 2e tome, c'est-à-dire que l'affrontement final a eu lieu, Arya et ses amis vont trouver refuge dans un endroit qui s'appelle Archelune, où ils vont panser leurs plaies et se recentrer sur eux-mêmes pour préparer la suite de leur affrontement. Voilà pour le résumé, je n'en dirai pas plus. J'aime toujours autant la mythologie et le côté fantastique qu'ont inventé les 2 auteurs, qui est la passeuse de mots, qui doit trouver au gré de son périple des mantras, qui sont des mots qui possèdent des pouvoirs et une forme physique qui leur sont propres, et qui ont des effets, voilà, des effets particuliers. Bref, je trouve ça absolument génial et passionnant. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre et que malheureusement je n'ai pas retrouvé dans ce tome 3, c'est que nos personnages voyagent beaucoup d'un endroit à un autre et à chaque fois on a des environnements qui sont hyper différents les uns des autres et ça fait qu'on ne s'ennuie pas, on est toujours porté par le vent de la nouveauté et malheureusement ça n'a pas été le cas dans ce tome 3 où on est tout au long du tome dans Archelune. J'ai trouvé que ce tome 3, c'était un peu l'équivalent d'un tome 2 dans une trilogie, c'est-à-dire un tome passerelle, un tome qui fait finalement la charnière entre 2 portes et qui permet pas de faire avancer le récit, mais qui a quand même pour vocation de se concentrer sur les personnages, de les découvrir un peu plus en profondeur. Parce que là, c'est ce que j'ai trouvé dans ce récit. Ce tome 3, il est très introspectif. On va revenir sur le passé de plusieurs personnages. Donc c'est super intéressant parce que finalement, on avait appris à les aimer dans les 2 premiers tomes. Et là, on découvre leur passé, on en apprend davantage sur leur personnalité. Donc c'était, de ce point de vue-là, passionnant. Passionnant, oui, mais le gros bémol, c'est que ça a provoqué bon nombre de longueurs au cours du récit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as fait le tour de Alric, tu te dis... Bon, ok, t'es bien mignon Alric, on va pouvoir avancer dans le truc. Et ben non, pouf, on part sur un autre personnage. Ah, quand est-ce que ça va se finir? Donc vous voyez, mais j'ai quand même réussi à mettre la note de 4 sur 5 en dépit de tout ça parce que mais l'univers est tellement riche et puis c'est tellement bien écrit, la plume est tellement poétique et envoûtante. Je vous l'ai dit dans le cours de mon vlog que j'en ferai pas mon quotidien de cette écriture parce que c'est trop riche. Un peu empoulé, vous voyez, comme écriture. Au bout d'un moment, ça lasse, d'autant que je suis incapable de lire ce livre à la même vitesse que les autres, parce qu'il me faut de la concentration pour ingurgiter cette écriture si particulière. Mais quand vous êtes dedans, vous vous dites « Waouh, c'est particulier, mais c'est chouette, quoi. C'est vraiment bien écrit, c'est recherché. » tu sens que ça n'a pas été forcément écrit du premier jet, quoi. Donc voilà mon avis sur ce tome 3, des longueurs, mais pas dénué d'intérêt non plus. Et en revanche, j'attends là aussi au tournant le tome 4. J'espère que du coup ça va bombarder dans tous les sens. On a de nouveaux personnages qui font leur apparition, c'est tant mieux parce que du coup il y en a d'autres qui s'en sont allés. Donc ça promet encore de belles nouveautés pour la suite, voilà. Et un superbe objet livre, hein. Je suis vraiment friande des couvertures si particulières de la passeuse de mots. Donc c'est avec ce livre que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vais vous laisser et siroter mon petit thé que mon mari m'a gentiment apporté tout à l'heure. C'est agréable en plus, ça réchauffe les mains. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude si jamais vous avez lu certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me partager votre avis, surtout s'il est différent du mien. C'est toujours très intéressant de confronter nos opinions, je trouve. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!